Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, une chronique particulière, une nouvelle fois pour parler de 50 nuances de Grey de Sam Taylor Johnson. 50 nuances de Grey, rapidement, c'est l'histoire d'Anastasia Steele, une jeune étudiante en lettres qui va faire la rencontre par inadvertance de Christian Grey, un jeune milliardaire, dont elle va tomber éperdument amoureuse et lui dont il va ressentir une attraction particulière pour elle. Bref, c'est l'histoire d'une passion avant tout. Pour en parler avec moi, j'ai fait venir Capucine Lantenois qui travaille en tant que critique à Reims TV. Bonsoir Capucine. Bonjour Valentin. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Donc elle est surtout là pour apporter un point de vue féminin parce que j'ai pas envie de me faire être traité de misogyne ou quoi que ce soit. Non, plus sérieusement, elle a lu le livre, je l'ai pas lu en entier, donc je trouvais ça intéressant que tu sois là pour parler un petit peu, d'avoir un point de vue bouquin et féminin. Rapidement, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé du film en général, avant que je donne mon point de vue. En général, je trouve que c'est vraiment pas terrible. Enfin, il y a un manque de fluidité, de cohésion. Enfin, on s'accroche pas au personnage, on n'a pas de. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à m'identifier, ne serait-ce qu'Anastasia, et pourtant, enfin, je veux dire, j'ai le même âge qu'elle, j'ai pas forcément plus d'expérience, et enfin, voilà, c'est pas. J'arrive pas à m'identifier à elle. Et il y a ce manque. Et par rapport au bouquin, justement, est-ce que le bouquin dedans, enfin, moi personnellement, en tant que mec, j'avais beaucoup de mal à ressentir un intérêt pour ce personnage féminin. Après, est-ce que toi, en tant que fille, dans le bouquin, par exemple, tu trouvais que c'était plus intéressant au niveau du point de vue qu'on avait par rapport au personnage? Pas spécialement, parce qu'elle est vraiment niaise, et je sais pas, il y a ce manque, et elle est pas. Enfin, on sent que ce livre n'a pas été écrit vraiment pour une romance, enfin, c'est écrit pour avoir du sexe, quoi, c'est ça, c'est. Et ça sent, on a l'impression qu'il y a une histoire qui a été brodée autour et elle est très mal écrite. Bah oui, et puis quand on sait en plus qu'à la base c'était une fanfiction de Twilight, malheureusement. Bah voilà le résultat. Voilà, pour pas être méchant et pour encore rabâcher une nouvelle fois, il faut bien reconnaître que Twilight avait un point de vue très, on va dire minimaliste et limite con sur les femmes en général. L'idée de quand même de montrer un personnage féminin qui soit forcément attiré et passionné uniquement par un mec et que sans lui elle puisse pas vivre. Enfin, même en tant que mec, je trouve ça réducteur de parler comme ça des femmes, quoi. C'est ridicule de montrer à chaque fois et toujours des femmes qui racontent des personnages féminins qui ne peuvent pas vivre sans des hommes qui les manipulent. Surtout qu'aujourd'hui, on revendique un peu l'indépendance des femmes, qu'on veut être indépendante, et au final, ces deux films nous montrent que on peut pas se passer des hommes, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Un peu à l'image aussi de Triple Alliance l'année dernière. Je sais pas si tu te rappelles, ouais. C'était trois filles qui se revendiquaient féministes, mais finalement c'était des meufs qui pouvaient pas vivre sans les mecs. Les trois clichés. Ouais, c'est ça. Au niveau du scénario, donc, qui est écrit par Kelly Marcel, une fille, donc on aurait pu se dire qu'il aurait pu y avoir un attachement plus intéressant au niveau de la féminité du personnage et peut-être un développement autre que celui de E.L. James. D'ailleurs, petite anecdote, moi j'ai toujours cru que c'était un mec avant de découvrir que c'était une fille. Donc on peut pas vraiment m'attaquer sur le fait que je suis misogyne parce que vraiment dès la base je trouvais que même écrit par un mec ça semblait ridicule 50 nuances de Grey. Pourtant ça sent la femme à plein nez, franchement. Bah ouais, mais moi je l'ai pas ressenti, c'est bizarre, mais E.L. James pour moi ça faisait plutôt penser à Elmore James enfin ça faisait pas penser à une femme, donc bon. Et en plus sachant que c'est même pas son nom de base, c'est un nom d'emprunt, comme si elle avait envie d'éviter tout ça. Donc peut-être que ça fait plus classe, tu vois. Ouais. Ouais, enfin en tout cas au niveau du scénario dans le long métrage, donc déjà on perd un des intérêts premiers, on va dire, du bouquin, si c'est un intérêt, c'est-à-dire le point de vue personnel d'Anastasia. Le bouquin épousait vraiment le point de vue d'Anastasia. C'est vraiment Anastasia qui raconte son histoire, de la façon dont elle l'a rencontré, comment elle vit son expérience. Et là, il y a un peu ce manque en fait, vraiment. Ah bah oui, mais là on suit vraiment avec beaucoup. Enfin, c'est très classique en fait, c'est ça qu'on peut reprocher principalement au film. Au niveau du scénario, c'est d'être ultra classique. Il n'y a jamais de vrai pari dramatique, de vrai pari narratif, et on reste vraiment du point de vue, et encore du point de vue, on reste au niveau d'Anastasia, et c'est chiant quoi, enfin, sans aucune animosité. Oui, non, je suis d'accord, c'est pas très bien écrit d'un point de vue dramatique, c'est lent, c'est longué, c'est mal rythmé, c'est souvent lourd. Pourtant, je me suis dit, en voyant les scènes d'ouverture, on va rentrer directement dedans, elle va le rencontrer dès les 5 premières minutes. Et en fait, non, c'est un ennui, vraiment, un ennui. Mais avec des dialogues, mais autant dans le bouquin, ça sautait pas aux yeux que c'était des dialogues qui étaient mal écrits. Si, un peu quand même. Un petit peu, mais ça saute moins aux yeux que dans le film. Dans le film, c'est vraiment niais. Oui, tous les dialogues sont pires que niais. Enfin, c'est hallucinant de voir autant de niaiseries se dégager des dialogues. Enfin... C'est vrai que c'est assez cucu quand même. Hein. Non, mais je sais pas si tu te rappelles, il y a une séquence où Anastasia va voir Christian à son piano
Et elle lui sort quand même cette réplique sortie de nulle part où elle lui dit c'est triste ce que tu joues. Tu es toujours triste. C'est scandaleux d'écrire des dialogues comme ça, quoi. Bah, c'est peut-être pour apporter la psychologie du personnage qui manque, enfin qui est très présente dans le livre et qui manque dans le film au final. Ah bah oui, c'est vrai que la psychologie du personnage, là je pense qu'il s'est touché Kelly Marcel en écrivant le... Donc peut-être que c'était pour apporter sa petite touche, enfin touche ratée sur le coup. Ouais. Mais, au niveau de la mise en scène, donc Sam Taylor Johnson, femme de Aaron Taylor Johnson, l'acteur qui joue Kick-Ass, elle avait réalisé qu'un seul autre métrage avant, c'était Nowhere Boy, un film sur John Lennon. Oui, John Lennon, un film sur John Lennon avec Aaron Taylor Johnson dedans. Là, très clairement, pourquoi on peut vraiment se poser la question de pourquoi avoir choisi une réalisatrice pareille. Enfin, elle a réalisé qu'un seul film avant, elle n'est pas forcément très expérimentée. Enfin, c'est bizarre, mais j'aurais plus vu une réalisatrice comme Catherine Hardwicke, celle qui a fait le premier Twilight sur ce film-là. Enfin, Catherine Hardwicke, elle sait filmer à nudité, elle sait filmer les scènes de sexe. Moi, je pense à 13, un film qu'avait réalisé Catherine Hardwicke avant de réaliser le premier Twilight. C'est pas pour rien qu'on l'avait choisi. On l'avait choisi parce qu'elle savait comment filmer une femme et comment filmer son rapport avec son corps et avec les autres. Et là, résultat, Sam Taylor Johnson, c'était pas le premier choix. Enfin, elle a fait un seul film. Avant, elle a fait une pub pour... je sais plus ce que c'était une pub pour les droits des femmes avec Daniel Craig et Judi Dench dedans. Enfin, c'était une pub, voilà, c'était sans plus. Et donc, pourquoi la choisir elle? Je sais pas toi ce que tu as pensé de la réal. Moi, je l'ai trouvée très plate, la réal. Oui, enfin, il y a un manque de... Comment dire? J'ai perdu le mot. D'ambition un peu, enfin... On sent qu'il... Enfin, comme, je sais pas, peut-être qu'elle a été gênée par certaines scènes et qu'elle voulait pas aller jusqu'au bout. Il y a ce manque un peu... je prends une initiative, mais je vais pas jusqu'au bout, quoi. Je sais pas. Et c'est étrange parce que tout le long du tournage, ils arrêtaient pas de nous vendre quasiment que les scènes de sexe avaient quasiment été tournées en vrai. Enfin, pas non plus qu'il y avait eu coït, dirons-nous, mais que visiblement les scènes étaient quand même très osées, qu'il y avait des plans de nudité très ouverts. Ça se ressent partie dans le film, mais encore une fois, moi c'est un gros reproche que j'ai avec ce film, c'est la femme qui fait tout. Et là, c'est pire que tout. Dans la réal de Sam Taylor Johnson, elle met en avant Dakota Johnson tout le temps nue quasiment, et vraiment nue. Dakota Johnson de ce point de vue là il y a vraiment un grand respect à avoir pour elle. Elle s'est mise nue entièrement tout le long du film quasiment, et elle l'assume. Et le mec par contre, il est quasiment jamais montré nu. T'as un plan fesse et c'est tout. Ce que j'ai lu, c'est l'acteur qui ne voulait pas. Alors enfin, c'est un peu bête, mais on prend le rôle de Christian Grey, autant s'y mettre à fond et assumer, et lui il a pas du tout assumé clairement. Et à la base, Charlie Dunham, lui, il voulait bien au moins se mettre à poil, putain. mais ouais, après, pour revenir plus dans le détail de la réal, moi, ce qui m'a vraiment dérangé, après tu vas me dire ce que t'en as pensé, moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est le fait que ça soit trop clean, ça soit trop lisse. Il n'y ait pas vraiment de débordement, il n'y ait pas vraiment de tentative graphique. Enfin, ça paraît évident quand tu t'y plonges à fond dedans et quand tu le regardes une deuxième fois. Oui, parce qu'on est maso, on a vu 2 fois. Tout le long, il n'y a pas de jeu avec des focales ou avec des différents angles, on va dire. Le gros problème moi, que j'ai avec ce film, c'est que c'est tout le temps une réal faite avec une courte focale, c'est-à-dire une focale qui va légèrement déformer les angles sur les bords. Et ça se voit, ça crève les yeux qu'elle a tourné quasiment tout en courte focale. Et ça donne vraiment un aspect dégueulasse au film parce qu'on a la sensation que tout est déformé tout le temps. Donc ça, c'est aussi un peu dû à l'anamorphique du format originel de tournage. Mais en soi, ça témoigne peut-être aussi d'un manque d'inspiration totale de la part de Sam Taylor Johnson, qui ne savait pas donner une plastique particulière au film. Et moi, je trouve que ça manque beaucoup. Et un autre point sur lequel on est tombé d'accord, et il a fallu qu'on le voit une deuxième fois pour le croire, il y a quasiment 10 plans dans ce film où c'est flou. Ah oui. C'est scandaleux quand même, un long métrage comme ça, de qualité, qui est supposé être survendu comme un film de cul soft, qui arrive à faire des trucs flous. Il y a vraiment des plans, enfin moi c'est un des premiers plans qui m'a choqué, ça arrive au bout de 10 minutes de film, quand on est dans le bureau, t'as un moment, t'as carrément un plan qui descend pour les montrer tous les deux assis, la mise au point est faite sur aucun des deux. La mise au point est faite sur l'arrière, sur l'espèce de palmier qui est au fond du bureau, ça fait un rendu pas très net quoi, c'est pas terrible hein. C'est scandaleux. Enfin, moi, ça m'a vraiment scandalisé quand j'ai vu ça. Bon, allez, les acteurs.
Qu'est-ce que tu penses du choix des deux acteurs, toi? Bah, je pense que Dakota ça sort pas trop mal, pourquoi pas, mais vraiment Jamie Dornan c'est vraiment. Enfin, pas que je le déteste dans ce rôle, mais je trouve qu'il est pas assez dans le personnage et. Puis même entre les deux acteurs, ça se voit qu'il manque une complicité et ça se ressent à l'écran. On a l'impression que, je sais pas, peut-être qu'ils sont gênés tous les deux de tourner ensemble, je sais pas, c'est. Les deux, non. Séparément, peut-être, mais les deux ensemble, non. C'est vrai que c'est un truc qui m'a marqué parce que j'ai regardé beaucoup de shows américains. Aucun des deux n'a été invité ensemble sur les plateaux américains. Mais parce qu'ils s'entendent pas et du coup, ça bloque. Et donc oui, c'est un point qu'il faut aborder. Les deux acteurs s'entendaient pas du tout sur le tournage, visiblement. Ça se ressent dans de nombreuses scènes, étrangement. Notamment une scène où Dakota Johnson essaye de rembarrer Jeremy Dornan pour lui dire que voilà, elle a encore droit à un petit peu de liberté à ce moment-là. On a la sensation qu'il se cache un second degré presque en dehors du personnage qu'elle est supposée jouer dans cette scène-là. On a vraiment presque la sensation qu'elle est en train de rembarrer Jimmy Dornan et pas qu'elle est en train de rembarrer Christian Grey. C'est vraiment très perturbant cette scène-là. Bon, dans le livre, elle est quand même en colère contre lui parce qu'au final, elle a aucune liberté, il l'empêche d'aller voir sa mère, quoi. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y a une petite rancœur derrière qu'elle essaye de le faire ressentir. Oui, c'est peut-être ça, ouais. Après, moi, de mon point de vue, je trouve que Dakota Johnson, elle s'en sort vraiment bien. Elle impose vraiment un certain charisme et elle arrive vraiment à s'en sortir parce que c'est elle qui porte littéralement le film. Parce que Jimmy Dornan lui file rien derrière. Moi, Jimmy Dornan, ce que je dirais de positif, c'est qu'il a le côté sexy de Christian Grey, mais il n'a pas le côté pervers. On ressent pas le côté pervers derrière. Parce que dans le livre, on ressent vraiment ce côté mystérieux. Enfin, on a envie de partir à la découverte de ce personnage. Et là, dans ce livre, dans le film, il est plat. Limite, il est plat. Il est supposé avoir quel âge déjà dans le bouquin, le personnage de Christian Entre Grey? 25 et 27 ans. Ouais, c'est ça. Parce que Jimmy Dornan aussi, c'est un des problèmes. Je trouve qu'il fait trop proche de l'âge de Dakota Johnson. On ressent pas cette différence d'âge qu'il est supposé avoir. Enfin voilà, il est quand même censé avoir 5-6 ans entre les deux. Et là, on le ressent pas à l'image, on a vraiment trop l'impression qu'ils ont le même âge et ça fait partie d'un des gros défauts de casting du film. Charlie Dunham, par exemple, on sentait qu'il approchait de la trentaine et donc il y avait une grosse différence d'âge entre lui et Dakota Johnson. Donc ça aurait mieux marché, je pense. Après, voilà, c'est un choix d'acteur et je pense que le fait que les fans de 50 nuances de Grey aient demander à ce que le casting soit changé et que ça a amené à la démission de Charlie Dunham, c'est aussi une limite qu'il faut plus franchir maintenant dans le cinéma. Quand un acteur ou un producteur ou un réalisateur fait un choix, il faut respecter ce choix, il faut arrêter en tant que spectateur ou en tant que lecteur de se dire on a un droit de regard là-dessus. Non, on n'a pas vraiment un droit de regard. Parce que sinon, on pourrait toujours contrôler, je sais pas, j'aurais envie qu'Interstellar, ça soit pas Matthew McConaughey, mais ça soit Brad Pitt qui joue le rôle, mais j'écrirais une lettre et puis Matthew McConaughey démissionnerait. Enfin, c'est ridicule aujourd'hui. Parce que si c'était le cas, on n'aurait pas de jolie surprise. Ça se trouve, le duo Dakota Johnson et Charlie Dunham aurait marché à l'écran, et peut-être que le film n'aurait pas semblé aussi mauvais. C'est un détail. Mais après, c'était de son côté d'assumer. Si vraiment elle pensait que ça allait marcher, pourquoi elle a changé, c'est ça. Si c'est pour répondre aux fans, c'est un peu ridicule, quoi. Après, abordons rapidement le gros du film, les scènes de sexe. T'en as pensé quoi, toi, des scènes de sexe? Concrètement, c'est ridicule. J'ai rigolé devant la première fois, mais j'ai rigolé vraiment. Enfin, surtout la dernière, avec ses fondus enchaînés pendant qu'il la fouette, c'est ridicule. Vraiment. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à rajouter, t'as raison, mais on sent que il doit y avoir des scènes plus hardcore qui ont été tournées. Oui, on sent qu'il y a un moment, ça coupe un peu, tu sais, il y a cette espèce de travelling sur le corps de Christian Grey, et d'un coup, quand il déboutonne son jean, ça coupe net. Oui. C'est frustrant, on a envie d'aller jusqu'au bout, quoi. On sent que le plan a dû aller plus loin, et on sent qu'il y a des plans de pénétration qui ont dû être filmés, vraiment. Sans doute. Moi, je me souviens d'un plan où c'est justement cette scène-là où il déboutonne sa braguette. Le plan juste après, on nous montre vraiment une pénétration, mais elle est hors champ. Mais techniquement, on voit le dessus des fesses, on voit Jimmy Dornan qui... Voilà. Enfin, on sent qu'à mon avis, il y a eu des scènes de cul qui ont été tournées, et il y a peut-être même... Je pense pas qu'ils sont allés jusque-là, mais il y a peut-être des inserts porno qui existent de ce film. Et dans ce cas-là, peut-être que ça gagnera en intérêt. Parce que justement, peut-être qu'au niveau du montage, ça apporte plus de dynamisme. Enfin, je pense par exemple à la version non censurée de Nymphomaniac.
elle est osée et résultat on sent que le film est complet. Après, Lars von Trier dans Nymphomaniac l'a totalement assumé. Oui, c'est ça. Alors que là, c'est pas du tout assumé. Non, mais dans ce cas-là, peut-être que... Enfin, on sait jamais. D'ailleurs, peut-être que filmé par Lars von Trier, 50 nuances degrés aura été excellent. Et d'ailleurs, je pense que Nymphomaniac est un meilleur 50 nuances degrés que... Ah bah personnellement, j'ai préféré Nymphomaniac à 50 degrés. Mais ouais. Et après, moi, c'est un point que je voulais aborder et dont je me suis rendu compte très largement. Il y a vraiment un manque d'originalité dans cette histoire. Déjà, au niveau du film en lui-même, on sent que la secrétaire, donc on avait parlé de Steven Sheinberg, qui est sorti il y a quasiment 12 ans, est passée. Et d'ailleurs, c'était un peu scandaleux, puisque dans la secrétaire, le patron s'appelle Edward Grey. Ce qui est vraiment scandaleux. Coïncidence ou gros manque d'inspiration, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est scandaleux. Et je te le montrais l'autre jour, ma mère m'a quand même filé un bouquin. Ce bouquin, visiblement, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est 50 nuances degrés, mais pas à notre époque. Mais c'est 50 nuances degrés, et 50 nuances degrés totalement assumé, avec des références pornographiques, etc. Enfin, ça montre à quel point cette auteure, E.L. James, elle avait pas une once d'inspiration en pondant 50 nuances degrés. Elle a voulu faire une fanfiction de Twilight, mais la fanfiction de Twilight la moins inspirée du monde. À la base, c'était pas censé être publié, c'était vraiment pour elle et pour les fans, et tellement que ça a plu, que ça a pris une ampleur, c'est pour ça que ça a été publié, quoi. Mais il y a un moment où avant de publier, il faut relire, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, tirons un bilan de tout ça. Moi de mon côté, je trouve que c'est une très mauvaise adaptation et en plus un film qui est pas très très bon, qui est beaucoup trop clean, qui est beaucoup trop lisse et qui est à moitié bien joué. Et il y a plein de gens qui disent que le film est très beau esthétiquement. Oui, il est très clean esthétiquement. Mais comme l'a dit Chris Stuckman, si vous avez une crotte de rat et que vous avez un super bon directeur de la photo, et que votre directeur de la photo, il va super bien éclairer cette crotte, il va super bien la filmer, etc. Mais ça reste une crotte de rat. Voilà. C'est très bien résumé. C'est exactement ça. Enfin, pour moi, c'est exactement ça. Merci Capucine. Merci à toi Valentin. D'être venu. Donc voilà, on ne vous conseille pas vraiment d'aller voir 50 nuances degrés, mais à mon avis, vous l'avez déjà fait, malheureusement. C'est une expérience. C'est une expérience, oui, c'est vrai, c'est pas faux. Donc voilà, donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.